Seul un petit nombre de personnes vivent quelque chose d'aussi traumatisant à un jeune âge, au point de le porter en elles pour toujours. J'en fais partie. J'avais environ 7 ou 8 ans à l'époque. Mon grand frère et moi avons grandi dans une famille difficile. Notre mère s'occupait de nous. Notre père était absent, un bon à rien qui avait disparu de nos vies. Maman faisait 2 boulots juste pour boucler les fins de mois. Quand elle travaillait la nuit, c'est généralement notre grand-mère qui venait rester avec nous pour nous surveiller. Mon frère Austin a 2 ans de moins que moi. Malgré tout, nous avions chacun notre propre chambre, ce qui était une chance. Notre maison était petite, mais pour nous trois qui vivions uniquement avec le salaire de maman, ce n'était pas si mal. Le quartier, en revanche, n'était pas des plus sûrs. C'était juste une soirée comme les autres. Je ne saurais dire avec certitude si c'était en semaine ou le week-end. Je ne me souviens pas de ce genre de détails. Mais ce dont je me souviens clairement, c'est que j'étais assis dans le salon avec ma grand-mère. Elle regardait la télé pendant que je jouais bruyamment avec mes Legos sur la petite table. Je faisais du désordre et elle ne cessait de me dire « Alex, fais moins de bruit ». Austin était déjà allé se coucher. Mon heure de coucher était 21h30. Vu qu'il devait être presque cette heure-là, je suppose que c'était un week-end. Pendant l'école, je devais me coucher plus tôt. La disposition de notre maison était simple. Le salon, la salle à manger et la cuisine étaient ouverts les uns sur les autres. Puis un couloir menait à la salle de bain et aux 3 chambres. La chambre de maman était au fond. La mienne était celle du milieu. Quand grand-mère restait chez nous, elle dormait dans la chambre de maman. Finalement, moi aussi j'ai dû me préparer pour aller dormir. Grand-mère allait se coucher tôt aussi. Juste après m'avoir dit bonne nuit, elle allait se brosser les dents et se préparer à dormir. Je n'ai jamais été le genre d'enfant à avoir peur du noir. Maman disait toujours que j'étais un enfant courageux. Mais cette nuit-là, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Chose rare, car j'ai toujours eu le sommeil profond. J'ai entendu un bruit venant du couloir. Le sol de cette maison a toujours été bruyant et grinçant. Chaque fois que quelqu'un marchait dans le couloir, on l'entendait. Je pensais que c'était grand-mère qui allait aux toilettes, mais les grincements ne s'arrêtaient pas. Ils continuaient, aller-retour. Je me suis levé et j'ai écouté à la porte. C'est alors que j'ai entendu des chuchotements. Je n'avais pas encore peur, j'étais juste très confus. Je pensais que c'était ma grand-mère qui parlait avec Austin. J'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai regardé dans le couloir. Ce que j'ai vu est resté gravé dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une femme grande, maigre et nue, appuyée contre le mur, la tête posée entre ses bras. Elle murmurait doucement pour elle-même. Soudain, comme un animal qui sent le danger, sa tête s'est tournée brusquement vers moi. J'ai crié le nom de ma grand-mère comme un enfant terrifié et j'ai refermé la porte violemment. J'ai entendu des coups contre ma porte et la femme dehors criait un nom. « Jérémie! Jérémie! Ouvre !» Je continuais à hurler pour appeler ma grand-mère de toutes mes forces. Puis j'ai entendu sa voix crier dans le couloir. Une chose dont je me souviens clairement, c'est qu'elle a crié « Fiche le camp d'ici !» La femme a répondu en criant « Où est Jérémie ?» Même si ma grand-mère avait plus de 60 ans, elle a bougé avec une rapidité incroyable. Elle m'a dit de verrouiller la porte et d'une manière ou d'une autre, elle a réussi à gérer la situation tout en appelant la police. Je ne sais toujours pas comment elle a fait, mais elle était incroyablement forte. Finalement, la femme s'est enfuie de la maison en continuant à crier le nom de Jérémie. Après avoir bien fermé la porte, ma grand-mère est venue nous serrer dans ses bras, Austin et moi, qui s'étaient réveillés en pleurant à cause du vacarme. Nous sommes restés ensemble, recroquevillés par la peur, en attendant que la police arrive. Quand ils sont finalement arrivés, ma grand-mère nous a dit d'essayer de nous reposer. Il s'est avéré qu'elle avait simplement oublié de verrouiller l'une des portes, et vivre dans un quartier mal réputé n'aidait pas. Cette femme devait être sous l'effet de drogue ou quelque chose du genre. Assister à une scène pareille étant si jeune m'a profondément marqué. Pendant longtemps, je n'ai plus réussi à dormir seul. Cet épisode a été ce qui nous a finalement poussés à quitter cette maison peu de temps après. Maintenant, pour te donner un peu de contexte avant de continuer, quand j'avais 19 ans, ma vie était plutôt normale. J'avais obtenu mon diplôme de lycée l'année précédente, au moment des faits que je vais te raconter. J'ai toujours aimé les choses effrayantes, qu'il s'agisse de films d'horreur, de jeux vidéo angoissants ou de sursauts soudains. J'adorais tout cela.
La peur ne m'avait jamais vraiment atteint, et j'aimais avoir cet avantage. Cela me donnait la confiance nécessaire pour faire des choses audacieuses, ce qui plaisait souvent aux filles que j'aimais, ou à qui je plaisais. Je considérais ça comme une sorte de compétence spéciale. Un de mes amis parlait souvent d'un phénomène appelé paralysie du sommeil, une sorte de cauchemar éveillé causé par le sommeil paradoxal. Mais ça ne m'était jamais arrivé. Mon amie Megan faisait des rêves lucides très intenses. Elle m'avait expliqué comment des facteurs extérieurs pouvaient influencer ses rêves, les transformant en mondes merveilleux ou en cauchemars terrifiants. Comme j'ai un sommeil léger, je pensais que cela ne m'arriverait jamais, donc je n'y prêtais pas vraiment attention. Une nuit, Megan m'a envoyé un message disant qu'elle venait de vivre un autre épisode terrifiant et m'a demandé si je pouvais venir chez elle. Quand je suis arrivé, elle s'était déjà rendormie et semblait dormir paisiblement. Je me suis assis sur un tabouret à côté de sa coiffeuse, près de la fenêtre, et je me suis mis à jouer sur mon téléphone. Au bout d'environ une demi-heure, je me suis dit qu'elle dormait bien et que je pouvais probablement partir, en lui laissant juste un mot pour lui dire que j'étais passé, comme elle me l'avait demandé. Mais soudain, Megan s'est réveillée en sursaut et s'est mise à hurler. Ce n'était pas un cri ordinaire, surtout pas venant d'elle. C'était comme étouffé, d'une façon étrange. C'est la meilleure façon que j'ai de le décrire. Elle avait les yeux grands ouverts, exorbités, et j'ai couru aussitôt à son chevet. Je lui ai demandé si elle faisait un mauvais rêve. Son corps a commencé à trembler. Je la serrai contre moi, essayant de la calmer, mais les secousses s'intensifiaient. Je n'arrêtais pas de lui demander ce qui n'allait pas, mais elle ne répondait pas. J'ai supposé que c'était un autre de ces épisodes de paralysie du sommeil dont elle m'avait parlé. J'ai simplement essayé de la réconforter autant que possible. Après environ 30 secondes, elle a repris le contrôle total de son corps. Je me suis assuré qu'elle allait bien, puis je suis rentré chez moi. Il était presque 1 heure du matin. À peine entré, j'ai reçu un message paniqué de sa part. Les hallucinations ne s'arrêtent pas. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle n'a pas répondu. Après environ une demi-heure sans nouvelles, j'ai décidé de retourner chez elle. En arrivant, j'ai vu les gyrophares rouges et bleus clignoter sur la véranda et se refléter sur les panneaux de signalisation à proximité. J'ai couru vers la maison, inquiet de comprendre ce qui s'était passé. En m'approchant, j'ai vu Megan parler avec un des policiers. Quand je suis arrivé près d'eux, Megan et l'agent m'ont pris à part, à l'écart des autres. Ce qu'ils m'ont dit me donne encore des frissons. Apparemment, lorsque j'étais allé chez elle ce soir-là, Megan ne dormait pas vraiment. Elle faisait semblant. À mon insu, un homme sans abri, grand et maigre, s'était caché dans son placard pendant tout ce temps. La police a aussi trouvé un grand couteau de cuisine en sa possession. L'hypothèse actuelle c'est que Megan pensait vivre un autre épisode, mais en réalité, l'homme s'approchait d'elle dans la chambre. Il semblerait que mon arrivée l'ait suffisamment effrayé pour qu'il reste caché, et ma présence a donné à Megan juste assez de temps pour appeler le 911 sans qu'il s'en aperçoive. Cet appel a conduit la police à intervenir peu après mon départ. Heureusement, ils ont pu l'arrêter immédiatement. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Mais j'ai peut-être sauvé sa vie sans même m'en rendre compte, simplement en étant là, pensant qu'il ne s'agissait que d'une simple crise d'angoisse. Si j'étais arrivé ne serait-ce qu'un peu plus tard, les choses auraient pu se terminer de manière terrifiante. Honnêtement, j'espère ne jamais avoir à revivre une telle situation. Cela dépasserait sans doute tout ce que je peux supporter en matière de peur. Il y a environ 10 ans, j'ai quitté la maison de ma mère pour m'installer dans mon premier appartement à Chicago. C'était un 3 pièces correct, dans le sud de la ville, dans un joli quartier près de l'université de l'Illinois. Je partageais l'appartement avec 2 colocataires, Tom et Mike. Mike et moi étions de bons amis, tandis que Tom était plutôt un ami de Mike. Je ne le connaissais pas avant d'emménager, mais au final, on s'est bien entendu. Un soir, environ 1 mois après mon installation, je suis sorti boire un verre avec des amis dans un bar du centre-ville, à une dizaine de minutes de chez moi. La soirée s'est bien passée, et après avoir un peu bu, j'ai pris un taxi pour rentrer vers 1 heure du matin. En arrivant, j'ai remarqué que la porte de la chambre de Tom était ouverte, ce qui signifiait généralement qu'il dormait chez sa copine. La porte de Mike, en revanche, était fermée, avec la lueur de la télé visible en dessous. Je suis allé dans ma chambre, j'ai allumé la télé et je me suis allongé, prêt à dormir. Environ 10 minutes plus tard, la sonnette a retenti.
Encore à moitié endormi et confus, je l'ai ignoré. Il était quand même 1h30 du matin. Mais elle a retenti de nouveau, puis encore une fois peu après. Il faut préciser que Mike se faisait un peu d'argent en vendant de l'herbe de temps en temps. Il en fumait aussi beaucoup, donc il n'était pas impossible qu'il se soit endormi en attendant un client nocturne. En gardant cela à l'esprit, je suis allé à l'interphone et j'ai demandé qui c'était. Une voix féminine a répondu « C'est Emma, je suis là pour voir Mike ». Pensant avoir vu juste, je suis sorti de mon appartement et je suis descendu. La porte d'entrée de l'immeuble était faite de grands panneaux de verre. On pouvait donc voir clairement qui se trouvait dehors. Là, il y avait une fille blonde, mignonne, au look d'étudiante, avec des lunettes, qui attendait tranquillement près de la porte. Je ne l'avais jamais vue. Toutefois, elle paraissait inoffensive, et sachant que Mike recevait parfois des inconnus pour acheter de l'herbe, ou même des filles au hasard pour un plan, j'ai baissé un peu ma garde et j'ai entrouvert la porte. Elle a répété ce qu'elle avait dit à l'interphone. « Salut, je suis là pour voir Mike. » Je lui ai répondu « D'accord, il est en haut, entre. » Je lui ai tenu la porte. Elle a saisi la poignée et je me suis retourné pour remonter les escaliers. En montant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Emma ne me suivait pas. Je me suis retourné et je l'ai vue encore debout dehors, la porte entr'ouverte, fixant quelque chose vers sa droite, comme si elle attendait quelqu'un. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une angoisse soudaine, un pressentiment viscéral qu'un truc allait mal tourner. J'ai accéléré le pas. À peine avais-je tourné au coin de l'escalier que j'ai entendu la porte s'ouvrir brusquement et des pas lourds se lancer à ma poursuite. Je me suis retourné et j'ai été paralysé par l'horreur. Un homme grand, maigre, aux yeux enfoncés et aux cheveux longs et gras jusqu'aux épaules, montait en courant. Il portait un débardeur noir, avait des tatouages tribaux grossiers sur les bras et tenait dans sa main droite ce qui ressemblait à une barre de fer. Une montée d'adrénaline m'a envahi et j'ai couru jusqu'à mon appartement. À l'intérieur, je me suis retourné vers la porte fermée pendant que l'homme l'a frappé de 3 coups puissants en hurlant des insultes. Puis il a couru dehors et a quitté l'immeuble. Apparemment, Mike l'avait laissé entrer après avoir entendu son nom, pensant que c'était une amie à moi. Quand elle est arrivée devant notre porte, il a ouvert et elle est entrée. Mike a dit qu'elle semblait confuse et qu'elle avait demandé quelqu'un nommé Tim. Il lui a répondu que personne de ce nom n'habitait ici et s'est présenté. Il se souvenait qu'elle était restée près de l'entrée, essayant plusieurs fois de maintenir la porte ouverte derrière elle. Puis elle est partie peu après. Après avoir entendu cette histoire, j'ai pensé qu'ils avaient probablement repéré les lieux les jours précédents. Peut-être que la fille avait oublié de laisser ouverte la porte principale de l'immeuble lors de leur première visite, empêchant ainsi son complice d'entrer. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, on a eu de la chance. Nous avons contacté la police qui est venue recueillir nos dépositions. Ils nous ont demandé si nous avions des ennemis ou quelqu'un qui pourrait nous vouloir du mal. Nous avons répondu non. Tout semblait complètement aléatoire. Les agents n'avaient pas grand-chose d'autre à dire et sont repartis peu après. Nous n'avons jamais revu cette fille, ni le déséquilibré qui l'accompagnait. Cela m'est arrivé il y a 4 ans, quand j'avais un peu plus de 20 ans. Cet épisode m'a profondément marqué et je m'en souviens encore dans les moindres détails. C'était le 15 juin. J'avais la maison pour moi tout seul pendant que mes parents étaient en voyage pour 2 semaines en France. Le soleil venait juste de se coucher, il devait être environ 20 heures et la chaleur était insupportable. Je transpirais à travers mon débardeur et mon short. Il faisait si chaud que j'ai ouvert les fenêtres du salon et de ma chambre pour faire entrer un peu d'air, avec l'intention de les refermer avant d'aller dormir. Avant de continuer, je devrais dire à quel point j'étais épuisé. Ce jour-là, j'avais passé 3 examens le matin et joué un match de volley-ball l'après-midi. Après le dîner, je faisais défiler les réseaux sociaux quand je me suis endormi sans même m'en rendre compte. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin à cause de coups de tonnerre lointains et d'une brise fraîche sur mon visage. Le vent était fort et les volets ouverts claquaient bruyamment. Encore groggy, j'ai tendu la main pour allumer la lampe, mais rien ne s'est passé. J'ai utilisé la lampe torche de mon téléphone pour vérifier la prise. Tout semblait en ordre. Agacé, je suis sorti du lit et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Des nuages d'orage sombres s'amoncelaient au loin. C'était un de ces orages d'été typiques. Toute la rue était plongée dans le noir, aucun lampadaire allumé,
et j'ai compris que le courant était coupé. Avec la lampe du téléphone, j'ai titubé dans le couloir pour fermer les fenêtres avant que la pluie ne commence. Mais à la dernière fenêtre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La moustiquaire avait été relevée. Cela m'a frappé, car j'étais sûr de ne pas l'avoir laissée ainsi. Un peu inquiet, je me suis retourné et j'ai éclairé le salon avec ma torche pour vérifier si quelque chose avait été déplacé. Tous les meubles étaient à leur place. Aucun tiroir ou placard ouvert, rien de volé ou déplacé. Tout semblait normal. Je me suis penché à la fenêtre pour mieux voir le jardin en contrebas. Les arbres se pliaient et s'agitaient violemment dans le vent. Les feuilles frémissaient sous les rafales. La puissance brute de l'orage était impressionnante, mais rien ne semblait suspect. Peut-être que la moustiquaire avait un défaut, ou que le vent fort avait réussi à la soulever. Malgré mon malaise, j'ai essayé de me convaincre qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Un peu plus rassuré, j'ai fermé les volets et je suis retourné vers la chambre, espérant enfin pouvoir bien dormir. Mais cette nuit-là, sans que je le sache, allait être tout sauf paisible. En passant devant l'escalier menant au grenier, un éclair soudain de lumière intense attira mon attention. Je l'ai ignoré. Le grenier avait de grandes fenêtres en verre, donc voir la lumière traverser la pièce n'avait rien d'étonnant. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un éclair ordinaire au loin. J'ai continué à marcher, m'attendant à entendre le tonnerre tout de suite après. Mais il ne vint pas. Je me suis figé. L'éclair avait été fort et vif. Un éclair aussi proche aurait dû être suivi immédiatement par le tonnerre. Alors pourquoi ce silence? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à douter. Et si ce n'était pas un éclair? Et si c'était une lampe torche? Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Soudainement, le détail étrange de la moustiquaire avait beaucoup plus de sens. Une réalisation glaçante m'a frappé. Quelqu'un avait peut-être pénétré dans la maison. J'ai paniqué. M'avait-il entendu quand je fermais les fenêtres? Était-il armé? Était-il là seulement pour voler? Ou avait-il des intentions plus sinistres? Normalement, j'aurais appelé mes parents. Mais comme ils étaient au party, j'étais complètement seul. Alors que des pensées effrayantes m'envahissaient, j'ai entendu le bruit sans équivoque d'une poignée de porte en train de tourner. Cela m'a sorti de mon état de paralysie. Je me suis tourné vers la porte du salon et à travers le panneau de verre, j'ai vu une silhouette sombre. Quelqu'un était là, à quelques centimètres à peine, probablement un complice de celui qui était monté à l'étage. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je me suis senti vulnérable et impuissant. Pourtant, je me suis forcé à rester calme. En silence, je me suis dirigé vers l'escalier qui menait au sous-sol, lequel était relié au garage. J'espérais pouvoir sortir par là sans être vu. En descendant lentement les marches, en utilisant toujours la torche de mon téléphone, j'ai appelé le 911 et expliqué à voix basse ce qui se passait. L'opérateur a essayé de me calmer et m'a promis que des agents arriveraient dans les 10 minutes. Il m'a aussi conseillé de trouver une pièce sûre où attendre. J'allais répondre que je pouvais peut-être me faufiler hors du garage, quand soudainement, l'appel s'est interrompu. J'ai vérifié le téléphone et me suis rendu compte que je n'avais pas de réseau en bas. Comme si cela ne suffisait pas, la batterie était presque à plat. Une fois arrivé au sous-sol, j'ai essayé de réfléchir rapidement. J'aurais pu chercher une lampe de secours, mais j'étais si proche de la sortie que je ne voulais pas perdre de temps à fouiller dans les tiroirs. De plus, je craignais que les personnes à l'étage m'aient entendu. Poussé par l'instinct, je me suis précipité vers le garage. Mais alors que je m'y dirigeais, une sensation étrange m'a envahi, comme si quelqu'un m'observait. Je ne peux pas expliquer pourquoi. C'était peut-être juste de l'instinct. J'ai dirigé la lumière de mon téléphone vers la banquette arrière de ma voiture et je me suis figé. Le visage d'un homme était collé contre le rétroviseur. C'était grotesque, avec des yeux exorbités et sans vie, et un sourire jaunâtre et tordu qui s'étirait sur son visage. Il me fixait avec une telle intensité qu'on aurait dit qu'il pouvait voir à l'intérieur de mon âme. Lentement, il fit glisser sa main sale le long de la vitre, me faisant un salut inquiétant et exagéré. Et puis, c'est arrivé. La batterie de mon téléphone s'est épuisée, la lampe torche s'est éteinte, et tout a été plongé dans une obscurité totale. Mon cœur est monté dans ma gorge. Je n'avais jamais ressenti une peur pareille auparavant. Mon corps tout entier tremblait. Puis j'ai entendu le déclic de la portière de la voiture qui s'ouvrait
et j'ai complètement perdu le contrôle. J'ai poussé un cri, aigu et désespéré, comme celui d'un enfant terrorisé, tandis que je parvenais d'une manière ou d'une autre à ouvrir la porte du garage et à m'enfuir en courant, titubant dans l'allée. À ce moment-là, la pluie avait commencé à tomber à verse. J'ai sauté par-dessus le portail et couru vers la maison la plus proche, criant comme un fou pour alerter les voisins. Ils sont sortis, affolés, tandis que moi, haletant et trempé jusqu'aux os, j'essayais d'expliquer ce qui venait de se passer. Au loin, j'ai entendu les sirènes approcher. 2 voitures de police se sont arrêtées sur le trottoir et je me suis pratiquement effondré sur l'un des agents, criant qu'il y avait des intrus chez moi. 4 policiers sont immédiatement entrés, armes à la main, tandis qu'un autre restait avec moi pour recueillir ma déclaration. Mais les 3 hommes s'étaient volatilisés et je ne pense pas qu'ils aient jamais été retrouvés. Quelques objets anciens de valeur ont été volés, mais à vrai dire, la perte n'a pas été un grand préjudice pour ma famille. Malgré tout, j'étais traumatisé au-delà de toute description. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je me retournais sans cesse dans mon lit, sursautant au moindre bruit, hanté par le traumatisme de ce qui s'était passé. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, il me restait encore une dernière frayeur à vivre. Quand le matin est enfin arrivé, j'ai remarqué un petit bout de papier glissé juste sous le bord de mon lit. Je l'ai ramassé et je me suis figé. Gribouillé dessus, on pouvait lire les mots. « Coucou belle, t'es mignonne quand tu dors.